bienvenue dans Enlève ta casquette, le podcast qui parle d'identité dans le monde du travail. Aujourd'hui, je reçois Safietou Kabengele, Miss Grand France 2024 et troisième dauphine de Miss Grand International 2024. Elle est mannequin, entrepreneur et elle évolue dans des milieux où le regard est constant. Les codes très stricts et des représentations parfois figées, on va parler de son rapport à l'image, de pouvoir, de beauté, mais surtout de liberté. Safietou, bienvenue. Merci beaucoup. Merci à toi d'être mon invité aujourd'hui. Je suis trop contente d'être là, en tout cas, sache-le. Et ben, je suis très content que tu sois mon invité aussi. Nous, les copains, on s'est rencontrés par hasard. Ok, ça, c'est vraiment le hasard de la vie, je vous le dis. Hein. C'est le destin. On s'est croisés, mais alors, comme ça. Ouais. Et on a commencé à parler et je me suis dit, Safietou, il faut absolument qu'elle soit sur le podcast. Donc, c'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui. Mais je vous jure, ça fait genre une semaine qu'on se connaît. Hein. Et après, quoi, quelques jours. Quelques jours. Et elle a accepté hyper gentiment de venir. Donc, vraiment, encore une fois, merci à toi, Safietou. C'est l'énergie. Safietou. Merci à toi. C'est clairement l'énergie. Les copains, une nouvelle fois, j'ai oublié mes fiches, donc du coup, je suis avec mon téléphone. Donc pour tous ceux qui nous regardent actuellement, bon voilà, je vais regarder. C'est pas mon genou que je regarde, c'est mon téléphone, juste pour bien suivre du coup mes questions. On démarre ? On démarre. Allez, magnifique. Safietou, on a envie d'en savoir évidemment plus sur toi. Ouais. Tu viens d'où ? Pas juste la ville ou le pays, mais vraiment l'énergie, l'environnement. Raconte-nous tout. Alors, du coup, on va commencer par la base. La base, Identité, carte d'identité. Enfance et Ok, tout. let's go. En France, donc du coup, je m'appelle Safietou Kabengele, j'ai 26 ans. Ouais. J'ai grandi en Normandie et actuellement, j'habite sur Paris. Mais cette énergie, cette vibes que j'ai vient du Sénégal et du Congo. Ah, les origines. Exactement. Donc, comment dirais-je ? Je dirais que toutes les valeurs que j'ai viennent principalement de mes origines et je les embrasse énormément et c'est ce qui m'a permis d'aller très loin dans mes activités. Donc, voilà. Magnifique, magnifique. Grande famille, toi, de ton côté ? T'as des frères et sœurs ou pas ? Alors, c'est relatif. Allez, dis-nous tout. J'ai une très grande famille, Ouais. mais j'ai que 2 petits frères. 2 petits frères. Et je suis Ok, l'aîné. ça marche. Et tu es l'aîné ? Oui, je suis l'aîné. Ok. Je suis le grand frère et la grande sœur en même temps. Quand tu te souviens de ton enfance et tout, t'avais un dream job ? Enfin, t'avais un rêve, genre un job que t'avais absolument envie de faire. Absolument. Tu voulais faire quoi dans la vie ? Hôtesse de l'air. Ah, sympa, l'aérien. Rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais je pense que ça touche un petit peu à cette envie de découvrir le monde. Ah. J'ai toujours été curieuse. Vraiment, j'ai toujours été curieuse et cette âme de petite fille est encore en moi. Et je pense qu'à l'époque, c'est pour ça que je voulais être hôtesse de l'air, juste pour découvrir de nouveaux endroits, nouveaux environnements, nouveaux pays, nouvelles valeurs, nouvelles cultures. Magnifique. Et c'est toujours dans mes ambitions. Ah, donc quelque part, on y est encore, c'est pas complètement... Oui, mais bon, je vais pas rester dans l'hôtesse, enfin, je vais pas viser l'hôtesse de... Le poste d'hôtesse de l'air, forcément. Le poste d'hôtesse de l'air, mais cette envie l'aérien, c'est quelque chose qui te plaît, ouais. C'est quelque chose qui me plaît. Ou le voyage. Le voyage. Okay. C'est plus le voyage, vraiment... pourquoi pas à un moment donné être globe-trotteuse, on sait pas. Ah, sympa, nice. Ouais, et emporter ma communauté avec moi, on sait pas. Magnifique. Tes parents, ils pensaient quoi à l'époque de ton job de rêve ? Ils te soutenaient et tout là-dedans ? T'en as parlé longtemps, je veux dire, de ce job de rêve ? Franchement, ouais. Ouais, j'en ai parlé jusqu'à ma primaire. Ok. Après, quand on rentre au collège, on est influencé. Ça y est, ça change et tout. Moi, je vais être docteur, moi, je vais... Donc, c'est vrai que je suis arrivée avec mon petit rêve d'hôtesse de l'air. Et quand on arrive en 4e, on doit faire des recherches et des choix sur la suite, quoi. Donc, les diplômes, etc., etc. Et quand j'ai vu le parcours pour être hôtesse de l'air et qu'au départ, en plus, tu gagnes des miettes, je me dis, ma maman, elle veut que je gagne beaucoup vite. Ouais. Donc, quelque part, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux faire qui me plaît ? Et je me suis tournée vers le marketing et la communication. Okay. Donc, je savais que tout ce qui était audiovisuel, moi, m'intéressait, m'attirait. Okay. Et pour ça, j'ai été, on va dire, un petit peu portée à confusion. Ah ouais, ok. Ouais, parce que j'ai fait mes études, j'ai eu mon brevet, j'ai eu mon bac. Et en fait, en allant au lycée, je me suis dit, OK, c'est quel diplôme qui peut me rapprocher du marketing communication ? À l'époque, c'était STMG. OK. Bah oui. Donc, tu sciences technologiques, okay. marketing et gestion. Je me suis dit, allez, let's go. Ouais. Alors qu'il me disait, non, va en ES. En tout cas, il y avait cet endoctrinement de oui, va en ES. Ah bah la voie générale qui a toujours été la voie d'excellence. La voie d'excellence. Alors que non, j'ai dit non, moi je sais ce que je veux. Maintenant, j'y réfléchis, on va aller là-bas. Okay. Je suis allée là-bas, j'ai obtenu mon bac. Et je suis partie en BTS Commerce International. OK. Ouais.
Elle n'a pas l'air convacue. J'arrivais là-bas. Moi, dès qu'on est venu me présenter le diplôme, ouais, vous allez voyager, vous allez faire la négociation, le marketing. Et pas de ouf, enfin. Je suis arrivée là-bas, logistique. Ouais. Et les camions, les incoterms, les what, j'ai dit... Qu'est-ce que je fais là? Mais au final, j'ai fini par m'y plaire. Parce que la supply chain, en fait, est un domaine de responsabilité dans lequel on a beaucoup de responsabilités. Moi, c'est tout ce que j'aime, être un peu dans le lead, un petit peu dans le management, etc. Et je me suis retrouvée. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans. J'ai 5 ans d'expérience dans le commerce international et surtout en tant que coordinatrice export et chargée de clientèle. Voilà, mon petit parcours. T'étais bonne élève ou pas, toi? T'étais studieuse ou pas? T'étais quel genre d'élève, toi, ou quoi? T'étais devant ou derrière? Alors Déjà. J'étais au milieu derrière. Ça dépendait de mes humeurs. Okay. Voilà. J'étais au milieu derrière. Et c'est vrai que j'avais des moments où je me retrouvais devant. En fait, ça dépendait. Ouais. Mais j'étais extravertie, non? Ouais, j'étais très extravertie. Tu discutais avec tout le monde, t'es pote avec tout le monde. Je rigolais. Moi, j'étais le bon public. Je rigolais tout le temps de blagues et tout. Mais je me retrouvais pas souvent derrière. Je me retrouvais derrière dans les matières où je maîtrisais. L'anglais, c'était l'anglais, la géo et la philosophie. J'étais toujours derrière parce que pour moi, c'était... Ça va, ça roule. Ça va. Et les matières au moins bonnes? Les maths et tout, non? Maths, je me forçais à aller devant alors que je ne comprenais rien du tout. mais au final, non, j'étais une élève normale. J'étais studieuse par force. Voilà, parce que ma mère... Les parents, ça veut dire? Ouais. T'avais cette pression-là J'avais pas une pression, je dirais, néfaste. Ma mère voulait juste que je m'en sorte et elle me montrait beaucoup de choses liées à la réalité de la vie. Elle me disait, écoute, en ayant ce diplôme, tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Moi, quel que soit le diplôme que tu as, veille juste à être carré dedans et après, tu feras ce que tu veux et voilà, sois juste indépendante. Elle était vraiment dans le independent woman. Elle était dans ça. Elle était dans fais ce que tu veux, sois juste indépendante, veille juste à avoir ta stabilité, ta fondation et après seulement, tu feras ce que tu veux. Donc, elle m'a laissé libre choix, un petit peu guidée, mais... sans rien t'imposer, elle t'a guidée, mais sans t'imposer. Exactement. Donc, tous mes diplômes, je les ai eu avec mention. Hein. Ah, et quand même, alors, on n'est pas non plus... on n'est pas les... Voilà. Du coup, tu fais ta voie... Donc, ta voie techno, tu es en BTS et tout, donc tu as à chaque fois tes diplômes. Tu démarres du coup dans la partie supply, donc qui est hyper intéressante, dans laquelle tu es toujours aujourd'hui. Mais je sais qu'à un moment donné, là, tu bifurques un peu. Il y a quand même des sujets liés à l'image. Je sais qu'aujourd'hui, on te connaît beaucoup sur les réseaux, notamment sur la partie mannequinat. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand et quoi? Alors, je vais te dire la vérité. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit. On a exclu les copains, on a En fait, c'est pas que je n'ai jamais dit, mais j'en ai jamais vraiment parlé sur un plateau. Je suis partie en licence après mon BTS. Je suis partie en licence, MB, je sais pas quoi, là. En tout cas, c'était lié au commerce international. J'étais dans une école de commerce et mon cœur me disait elle voit plus grand. Je sortais de ma première participation de Miss. C'est là où tout s'est mélangé. Donc, je sors de ma première participation de Miss. Je me dis, Saf, OK, on commence à te remarquer dans le monde du mannequinat. C'est le moment. Sors sur la vague. Et de toute façon, tu as tes diplômes. Donc, si tu as envie de revenir avec ta petite valise de diplômes et tes connaissances et tes expériences, tu peux. Donc, revirement, salut, au revoir, je ne veux plus faire la licence. Qu'est-ce qui fait... Attends, parce que moi, il faut que je revienne encore un chouï avant. Mais qu'est-ce qui fait que tu te dis... Déjà, concours de Miss, du coup, avant, c'est ça? Concours de Miss. Concours de Miss mélangé avec des apparitions, mannequins, podium, fashion week, etc. Ouais. Moi, je veux savoir ce qui te mène à ça. Qu'est-ce qui fait que, dans ton parcours... Dans mon parcours, je me dis, c'est quelqu'un qui te pousse? C'est toi? Toute seule? Non. Tout ça, c'est lié, je dirais, à mon destin. J'ai été énormément poussée par mes proches parce qu'ils étaient persuadés que j'avais quelque chose à faire là-bas. Incroyable. Alors que moi, à l'époque, j'étais un garçon manqué. Hein. Moi, si tu me voyais en BMX, tu me voyais en train de faire du skate, du roller. Je te dis la vérité, vraiment, j'étais à l'ouest, tu vois. J'avais, comment dirais-je, que des amis garçons. Donc, j'avais pas cette féminité du tout. Mais de par ma taille et peut-être mon physique, un physique que j'aimais pas du tout à l'époque, je te dis la vérité. Ouais. Il me disait, ouais, vas-y, tente et tout, etc. Donc, tout a commencé quand j'ai été vendeuse chez Guess. Premier job où je devais vraiment m'habiller, bien m'habiller, être présentable, être féminine, être... Donc, je faisais des efforts. Et ça me plaisait d'être féminine au final. Et je me faisais de plus en plus remarquer. Guess, c'est vraiment une certaine clientèle qui a les pépettes. Hein. Et du coup, je rencontrais de plus en plus de personnes qui me disaient, mais vous êtes mannequin, vous êtes mannequin, vous êtes mannequin. Jusqu'à un jour, une femme vient.
Madame, si jamais vous tombez sur cette vidéo, vous m'avez marqué, vous avez changé ma vie. Mais votre ton condescendant, parce qu'elle est littéralement arrivée, elle cherchait des jeans, elle me regarde pendant longtemps, et elle me dit, mais excusez-moi, mais comme sur ce ton-là, excusez-moi, je dis, oui, bonjour madame, vous avez besoin d'aide et tout, etc. Qu'est-ce que vous faites ici? Littéralement, sur ce ton. Qu'est-ce que vous faites ici? Je travaille. Je travaille, je suis vendeuse. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais vous avez rien à faire ici. Enfin, je suis désolée, regardez-vous, quoi. Et je savais pas si je devais être vexée, si je devais être flattée. J'étais vraiment entre les deux. Et à un moment donné, elle me dit, non, vous devez être sur les podiums. J'ai un magazine, si vous voulez, tenez mon contact, contactez-moi. Mais s'il vous plaît, sortez d'ici, quoi. Mais elle était condescendante. Moi, j'étais là, je voulais juste faire mes pépettes, toi. Parce que j'ai mes études à payer et tout, quoi. Donc, elle me dit ça. Je rentre chez moi, je dis, maman, t'as un grille et tout. Elle me dit, ta mère, elle réagit comment à ça? Alors, ma mère a toujours été... prudente, non? Prudente. Ouais, c'est ça. Au départ, elle avait très peur que je sois sur le feu des projecteurs. Voilà, nous, on est dans une culture où on croit énormément au mauvais œil. Donc, c'est vrai que quand une enfant ou quand une femme ou quelqu'un prend la lumière, on pense à la jalousie, on pense aux envieux, on pense à toutes ces personnes qui, de près ou de loin, volontairement ou involontairement, vont jeter de l'œil. Donc, de l'œil, une mauvaise chance ou voilà, c'est culturel, c'est culturel. Nous, bien sûr. C'est chez nous et ma mère avait très peur de ça. J'étais vraiment son petit... Je suis sa seule fille. Donc, j'étais vraiment son petit trésor. Elle voulait pas qu'on me voie au début. Donc, elle me disait, concentre-toi sur tes études et on verra après. Sauf que, rebelote, et des photographes, et des trucs. Et à chaque fois, ils me disaient, non, t'as rien à faire ici, pareil. Eux, ils étaient plus dans le, oui, tenez ma carte, contactez-moi, À chaque fois, moi, voilà, je suis petite fille à ma maman. Ouais, maman, regarde, Et au final, tout a commencé quand une femme est venue et m'a dit, pareil, je sais pas qu'est-ce que vous avez eu. Je sais que vous voulez me mettre des coups de pression, et doucement, quoi. Une jeune femme sénégalaise qui vient, fait des essayages chez Guess, encore, moi, j'étais à la cabine, tout ça. Elle me regarde, mais elle me regarde longtemps. Moi, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut, elle, encore? Et au final, elle m'appelle. Elle me dit, oui, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Donc, je viens jusqu'à sa cabine. Moi, je m'attendais à la conseiller. Vous êtes sénégalaise? Dans ma tête, je me suis dit, c'est marqué sur mon front ou... J'ai dit oui. Elle me dit, OK, écoutez, je vais être très brève avec vous. Je suis candidate à Miss Sénégal France, sauf que je vais partir, je vais me marier et j'aimerais que vous preniez ma place. Incroyable. J'ai dit, comment ça? Ah non, mais vous inquiétez pas, votre profil, je sais que vous allez aller très loin. Tenez le numéro du président, contactez-le, envoyez-lui un mail et je suis persuadée que vous allez être prise. J'ai appelé ma mère. Vu que c'est dans la culture, allez, Bélec, pourquoi pas? On y va. Ouais, ça c'est ce qui m'a laissé. Ça a été une porte d'entrée. C'est ce qui m'a laissé un petit peu l'opportunité de commencer. Elle était fière, là, déjà, à ce moment-là? Elle était très fière. Elle était contente. Elle s'est dit, pays, ma fille, pour le pays, voilà, ma fille. Ça fait toujours bien auprès de notre famille de dire, ouais, ma fille, le Sénégal en France. J'adore. Voilà, on est beaucoup dans ça. Donc, je vais commencer avec Miss Sénégal France. Incroyable, ok. J'avais énormément de facilité. Je portais jamais de talons. On disait que je marchais super bien en talons. Pareil, j'avais une certaine éloquence liée à mon travail, avec les meetings où tu dois t'exprimer, voilà, tu dois faire des bilans, etc. Et j'avais aussi un certain port de tête. Je me tenais droite, malgré tout. J'ai pas été classée. C'est-à-dire que t'es pas prise du tout? Pas du tout. Et en fait, le délire, c'est quoi? C'est que ce qu'ils m'ont dit, c'est que t'avais trop d'acquis et tu prenais plus le concours au sérieux. Et c'est vrai parce qu'en fait, au final, vu que j'ai fait de la danse, quand on apprenait les chorés, j'apprenais la choré en 2-3 minutes. Après, j'allais m'amuser. Quand il s'agissait de faire la marche, je marchais. Après, j'allais m'amuser. Et t'étais jeune aussi, non? T'avais quel âge? 21 ans. Oui, c'était le début. C'était le début. Donc, j'ai pas été classée. Dieu merci. Parce qu'à l'époque, quand on a fait un concours et qu'on est classé, on ne peut pas faire Miss France. Encore sous l'ère de Geneviève de Fontenay. Exactly. Donc, en fait, juste après ça, j'ai continué dans le mannequinat. J'ai participé une première fois à Miss Normandie, deuxième fois, et me voici aujourd'hui Miss Grand France et troisième dauphine Miss Grand International. Bon, magnifique. Alors, les copains, je ne sais pas si vous connaissez. Moi, du coup, j'apprends. J'ai fait exprès. À chaque fois que j'ai un invité, j'essaie de ne pas trop aller chercher des infos comme ça. Je découvre en même temps. Ça fait du bien. Parce qu'on voit que t'es passionné, t'es comme ça. Ouais, moi, j'écoute. J'essaie de comprendre et tout. Bon, alors, je ne sais pas si tu peux expliquer rapidement ce que c'est que Miss Grand France, comme ça, juste les gens, au cas où les gens ne sachent pas, comme moi. Miss Grand France, qu'est-ce que c'est?
C'est pas un concours pour les grandes. On s'arrête là. C'est bon? Ok. Donc, Miss Grand France, c'est quoi? C'est un titre qu'on remporte comme Miss France, mais qui nous permet de partir directement au concours international qui est Miss Grand International. Grand pour grandiose, la femme qui prend de la place, qui a un impact, etc. Et voilà, c'est comme si en France, vous élisez Miss Univers France, qui part directement à Miss Univers. C'est la même chose. Moi, j'ai été élue Miss Grand France et j'ai fini 3e dauphine à ce concours incroyable. Et petite info du jour qui est arrivée cette année, Miss Grand France et Miss Univers sont associés cette année. Donc, c'est vraiment littéralement les 2 plus gros concours de Miss interplanétaires. Ouais, donc, je suis très fière en tout cas d'avoir fait ce parcours. Bah, tu peux être très fière. Voilà. Tu peux être très fière, c'est canon. Voilà, du coup, on va plus aller côté justement mannequinat. J'ai envie d'en savoir plus. Et je sais que, tu sais, c'est un métier qui fait souvent rêver les jeunes, les métiers liés à l'image, etc. Moi, j'aimerais qu'on aille, tu vois, on va aller un petit peu creuser tous les deux. Ce podcast, l'idée de ce podcast, c'est vraiment qu'on parle d'identité, de masque, etc. Est-ce qu'on t'a... Je suppose que oui, enfin bref, je ne te biaise pas. Est-ce qu'on t'a déjà demandé d'être plus comme ci, plus comme ça, de changer, Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu de ça? Comment toi aussi tu l'as vécu? Parce que t'es jeune, hein, enfin, tu vois, comment Alors, tu dans le vis monde ça? du mannequinat ou dans le monde des Miss? Les deux. Allez, Les deux? Ouais. Ok, en général, tu vas comprendre pourquoi je veux impacter différemment. Dans le monde du mannequinat et dans le monde des Miss, on nous demande toujours de rentrer dans des standards. Toujours, parce que c'est les standards qui marchent. C'est quoi, chouchou, le standard? C'est quoi le standard, c'est, si on rentre dans le monde du mannequinat, c'est toute fine, vraiment androgène. Donc, on peut être à la fois masculin, à la fois féminin, un visage très marqué. On nous demande d'être un cintre sur pattes, littéralement, donc aucune forme. Et quand tu as des hanches supérieures, si tu as des hanches à un tour de taille supérieur à... Bon, tour de hanche supérieur à 100, c'est mort. Tu as un tour de taille supérieur à 76, 78, c'est mort. Je suis désolée, quand tu fais 1m84, tu ne peux pas avoir un tour de hanche de 94. Sauf qu'eux, ils n'en ont rien à faire. Et il y en a beaucoup qui disent... Et on te le dit, hein, du coup. Et on nous le dit. Ah oui, non, ils n'ont pas de temps à perdre. Ils n'ont pas de temps à perdre. Tes états d'âme, tu les gardes et nous, on passe à autre chose. Il y a des millions et des millions de personnes qui veulent être mannequins. Donc, si tu n'es pas content, tu vas à droite. C'est littéralement ça. Okay. Et du coup, moi, je suis arrivée à un stade où je faisais 60... Je suis à 1m84. Hein. Je faisais 65 kilos pour 1m84. J'étais comme ça. Ils ont réussi à me dire que j'étais trop grosse. Moi, ça m'a mis un coup. Donc, j'ai continué quand même. Au-delà de ça, oui, on te demande de... Du coup, déjà, tu changes. Enfin, déjà, tu fais en sorte de maigrir. En fait, tu contrôles. Oui. Ouais, okay. Moi, je mangeais C'était mes repas, hein. Salade, blanc de poulet, thé. Salade, blanc de poulet, thé, ananas pour me faire plaisir, un peu de sucre. Mais sinon, salade, blanc de poulet, thé. J'allais à la salle, je faisais ce que je pouvais. Mais c'était jamais assez. Et ouais, ça, c'est un premier coup que j'ai pris. Pareil, quand tu vas faire des castings, les directeurs artistiques qui te parlent d'une certaine manière, tu n'es pas forcément valorisé. T'es, non, mais ma chérie, là, il y a de la cellulite, là, tu fais attention. Hein. C'est pas... ok. Et ton nez, il n'est pas... T'as eu un accident? Non? Ok. Bon, c'est littéralement... Ils en ont rien. Non, mais il faut avoir un mental pour être dans le monde du mannequinat. Il faut avoir une mental parce qu'on est littéralement des numéros. Ouais. Les agences de mannequins, il faut les prendre comme des agents d'intérim. Ouais. T'es efficace, tant mieux. Tu rentres plus dans les codes, on arrive à te signer partout, tant mieux. On arrive à te signer nulle part. Les codes, du coup, c'est, tu as dit hyper androgyne, donc tu vois, hyper mince, très très mince. T'es mince. T'as d'autres choses qui vont un peu dans les codes Alors, quoi d'autre? C'est de ça qui t'a marqué, toi, le plus? Enfin, c'est le plus gros, en tout cas. Oui, et plus le sois belle et tais-toi. Là, on est vraiment dans le sois belle et tais-toi. Et c'est contradictoire quand on va dans le monde des Miss, parce que dans le monde des Miss, on recherche notre personnalité. Mais le sois belle et tais-toi, il est sur un autre domaine. Sur les idéologies, sur la prise de parole, sur... Sauf que dans le mannequinat, c'est pour ça qu'on demande un visage mannequin, pas d'expression. Juste le regard qui parle. On veut pas ton sourire, on veut pas ton énergie, on veut rien de tout ça. Marche, montre l'habit, va dans les coulisses, t'as fini ton job. Point. Comment tu ressens ça, toi? Parce que, encore une fois, c'est un monde qui est... Enfin, tu le découvres quand t'es jeune, encore une fois. Donc, tu découvres tout ça. Comment tu le vis, en vrai? Tu le vis bien, ça va? Alors... T'as l'air d'être... Je sens que t'es une femme forte, donc j'imagine que t'encaisses et tout, mais... Ouais, c'est dur. C'est dur parce que en tant que femme extravagante et qui veut juste,
être pimpante partout où elle va, me demander d'être terne, bah, ça me fait mal, tu vois. Et je regarde tous ces mannequins qui, bah, beaucoup fument, beaucoup consomment, justement pour supporter un petit peu des tout drogues, ça. tu veux dire? Ouais. Ouais. Parce que beaucoup, C'est dur. beaucoup veulent absolument percer dedans. Et pour supporter tout ça, bah ouais, ils sont obligés de passer par certains raccourcis, on va dire, entre guillemets. Et c'est ce qui me faisait mal, de les voir. Pareil, on a un casting, on est une centaine, il n'y en a que 2, 3, 4, 5, dizaines qui sont pris. T'attends dehors, t'as froid, il y en a, ils fument tellement ils sont dans l'espoir d'être pris. Et au final, ouais, t'as passé une journée dehors pour au final ne pas être pris, ça fait mal aussi. La précarité, le fait qu'on soit payé, la précarité financière, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'appartements ou de maisons qui sont en coloc, des maisons de mannequins, maisons de modèles, où il y a plusieurs modèles qui habitent dans la même maison, parce que ils sont dans la capacité de se prendre un logement pour eux seuls, et ils sont en coloc. Généralement, c'est payé par l'agence, ça dépend. Mais en fait, on est bien payé une fois. Pendant 3 mois, tu peux ne pas être pris à un casting. Donc, c'est à nous de jauger un petit peu. En gros, tu pètes, t'as de l'oseille. T'as de l'oseille, mais cette oseille-là, gère-le sur les prochains mois. Gère-le de ouf en attendant qu'il y ait autre chose qui pète. Exactement. Et si ça repète pas, bah, t'es là avec ta précarité. T'es là avec la précarité. Donc, c'est pour ça que j'ai été... Ouais, on m'a redescendu un petit peu dans la réalité. Ouais. Et c'est là où moi, j'ai pensé à toutes ces filles qui étaient là. Oui, je veux devenir mannequin parce que j'ai été pareil. Ouais, je veux devenir mannequin, je veux faire des podiums et tout. Je vais rencontrer des stars et tout dans les coulisses et le wow, les after-shows. Je suis redescendue très, très bas. Et surtout... il y a eu aussi des comportements de certains directeurs artistiques qui sont assez marquants, qui, surtout moi en tant que femme noire, grande, avec des longues jambes, crâne rasé, je fais office parfois de fétichisme. Il y en a certains qui aiment bien tenter des choses en se disant, j'ai jamais eu l'occasion d'eux. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué plusieurs fois. Et c'est là où je suis rentrée en burn-out, dans le sens où je me suis dit, en fait, je suis pas accompagnée, en plus. Donc, je dois me brader pour espérer percer dans ce monde. Il en est hors de question. Tu te sens objet, du coup? Alors, en plus, déjà, c'est un rapport à l'image qui est... Ouais, c'est ça. C'est le terme. Je me sens objet. Et après, j'ai bifurqué dans mon Davis. Bon, magnifique. Quand on se rencontre, tu me parles d'un truc, moi, qui m'a... J'ai eu vraiment les paillettes, les étoiles dans les yeux. T'es en plein défilé. Moi, je suis passé complètement à côté de cette actu, les copains. Ouais. T'es en plein défilé et tout. Et t'as une perruque et tu l'enlèves et tu la jettes. Exact. Tu me donnes un peu de contexte là-dessus. Donc, tu fais ce défilé. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, pourquoi tu as une perruque? Pourquoi tu la jettes? Pourquoi je la jette? Parce que j'ai fait le concours, avec le crâne rasé. Déjà, tout le long. On a fait 3 semaines de comment dirais-je? On a fait 3 semaines d'aventure. Vient le show final. Et avant le show final, en fait, on a une interview avec le président du comité, la vice-présidente et la reine actuelle. Et je m'entends très bien. Voilà, moi, je suis vraiment la femme, je suis vraiment la candidate good vibes. Je suis vraiment la candidate qui est t'es extravagante. Et le public s'attache à moi grâce à ça, parce que je suis vraiment en mode, I don't care. Je suis là, mon karaté, je le maîtriserai sur scène, mais en dehors, je reste moi-même. Je suis pareil. Donc, à un moment, on rigole et tout, et il voulait me pousser dans mes retranchements, voir à quel point j'étais déter. Et il me lance une phrase en mode j'aimerais bien te voir avec une perruque sur l'un des prochains shows. Il en restait que 2. OK. J'ai dit oui, for sure et tout, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune perruque. Ma mère, Dieu merci, qui était venue de France en urgence, parce que j'étais un petit peu fébrile un peu. Elle arrive, je l'appelle, je dis maman, il me faut une perruque demain à 9h. Okay. Il était tard. Il était déjà 17h, on était en entraînement, filage et tout, il n'y avait plus le temps. Elle me dit, OK, je vais te gérer ça. Elle me dit, mais tu veux que je connais pas la Thaïlande, moi, tu veux que je trouve ça? J'ai dit, là, c'est ta mission. Okay. Elle m'a trouvé la perruque. Elle m'a trouvé la perruque, elle me l'a ramenée le matin même. Okay. J'ai pu faire qu'une seule répète. Et du coup, le soir, mon objectif, quand j'ai dit for sure au président, c'était histoire de lui dire, t'as envie de me voir avec une perruque? OK. Mais ta perruque, ça va pas être ma nouvelle identité. Je vais te rapporter, je vais t'amener ce que tu veux. Mais je vais continuer à shine avec mon crâne rasé. Pour moi, ça a été l'occasion de dire... De montrer qui tu es, peut-être aussi, quelque part. Et de dire stop. Stop au conventionnel, stop au standard, etc. Et soyez fiers de qui vous êtes. Soyez beau, belle comme vous êtes. Donc, c'est pour ça que quand je suis arrivée sur scène, j'ai amené la petite perruque. Des gens m'ont insultée. Ah oui. Il y a ceux qui me connaissaient crâne rasé, ils m'ont vu. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une perruque? Et il y en a d'autres qui ne me connaissaient pas. Ils disaient, Naomi Campbell, OK, that's good.
Et ça a été la surprise et pour ceux qui me connaissaient et pour ceux qui ne me connaissaient pas. C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment en confiance et tout. J'ai mis vraiment toute ma confiance et toute cette vibe fierce, très queen, très voilà. Je suis là pour manger la scène. Je suis arrivée le moment où j'ai enlevé ma perruque. Il y a eu ce switch, on va dire, où j'ai enlevé ma perruque et je suis encore plus fière de marcher sur scène. Et on le voit et les gens, ils ont kiffé. Et moi, pour moi, j'étais pas à la recherche de buzz. J'étais à la recherche juste de faire passer un message. Donc, c'était quoi le message ? Le message, c'était acceptez-vous comme vous êtes. Quelles que soient les remarques qu'on peut vous faire, quelles que soient, voilà, enfin, même pas. Acceptez-vous comme vous êtes, en fait. Même si on vous demande de porter une perruque ou de porter ci ou d'enlever vos locks ou restez comme vous êtes. Quand il t'a demandé de mettre la perruque, tu t'es senti forcé pour le coup ? C'était vraiment genre... Pas du tout. Non. J'ai dit... Ok, je prends la vibe. Je prends la vibe. Moi, j'étais dans le... on peut pas me vexer. Vraiment, Au final, ça buzz de ouf. Ah bah, ça a buzzé de ouf et je m'attendais pas à ça parce que moi, j'avais peur que ce soit perçu comme un coup de show. Allez, un petit délire et that's it. Donc, j'ai touché toutes les communautés jusqu'aux queers. Vraiment, la communauté LGBT, les femmes, les hommes, les seniors, les jeunes filles, tout le monde. En Afrique, aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout. Et ça a été ma plus belle victoire au final. J'ai une question pour toi. Elle n'est pas dans ma liste, là. Ouais. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je vais te poser une question qui, en réalité, est la raison pour laquelle j'ai fait ce podcast. Donc, j'en ai pas du tout parlé depuis le début. Ok. J'ai fait plusieurs campagnes d'influence, pour plusieurs marques. Et malheureusement, parfois de manière un peu humiliante, alors que moi, j'ai toujours une casquette sur la tête, on m'a demandé de l'enlever. Mais à des moments qui n'étaient vraiment pas sympas. Toi, tu penses quoi de ça ? Faudrait que je la garde, cette casquette ? Il faut l'enlever parfois ? Est-ce qu'il faut parfois savoir se servir aussi un peu des codes, savoir ajuster ? Qu'est-ce que toi, t'en penses ? Exact. Bah, moi, je me suis servi des codes pour pouvoir encore plus affirmer mon crâne rasé. Dans le sens où, toi qui as ta casquette, je pense que ça fait partie de ton identité. Point barre. Mon message. C'est ton message, c'est ton identité, c'est toi, en fait. Donc, comme moi, j'ai enlevé ma perruque pour montrer, moi, mon joli crâne rasé. Qui est très beau. Merci beaucoup. Toi, tu peux très bien dire, si ça te permet de te sentir mieux, tiens, mais je vais la remettre. Parce que c'est moi, en fait, tout simplement. Mais je trouve ça triste qu'on t'ait demandé d'enlever ta casquette. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? C'est une bonne question. Au nom de quoi ? Enfin, je vois pas, ça dérange, ça empêche la productivité, le cerveau il chauffe, j'ai pas compris. Tu sens aujourd'hui que t'as repris justement le contrôle ? Tu le sens, ça ? Tu le ressens ? T'as repris le contrôle sur ton image, toi ? Absolument. Ça y est, là. Ouais. Ah ouais. Franchement, depuis ce jour-là, et même avant, parce que lorsque j'ai commencé cette aventure, je me suis dit, Saf, embrasse qui tu es. Ne cherche pas à faire comme les filles parce qu'elles ont plus de chances de gagner, parce qu'elles ont fait comme... Non, sois toi. Sois toi. Et quand j'ai vu que ça a plu et que j'ai vu que ça m'a emmené aussi loin, aujourd'hui, je suis beaucoup plus en accord avec moi-même. Et j'ai travaillé pendant des années pour être en accord avec moi-même. Parce que j'ai ce côté hypersensible, je suis très empathique. Et c'est des choses qui m'ont un petit peu handicapée à l'époque, dans le sens où j'absorbais trop les énergies des gens et je me perdais dedans. Je perdais mon identité parce que je voulais absolument me mettre à la place de la personne et j'en oubliais qui j'étais réellement. Donc là, le fait d'embrasser qui je suis, ça me rend heureuse, je dirais. C'est important, hein, ça n'a pas de prix, les copains. Hein, vraiment. Ah ouais, ça. Il y a l'argent, il y a tout ça, puis il y a la liberté. La liberté, pour le coup. Cette liberté, elle n'a pas de prix. Ouais. Quand tu sors et on te regarde et on t'admire juste pour qui tu es. Juste parce que tu es là. Ouais, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau. Donc du coup, là, aujourd'hui, tu sens que tu as trouvé ton équilibre, en tout cas dans tout ça. Donc tu continues d'évoluer dans le monde de la mode, de l'image. Moi, j'évolue perpétuellement. Je ne me contente jamais d'un objectif. Donc ça, là, t'es toujours là-dedans. Donc on est toujours dans le mannequinat toujours un peu. Magnifique. Juste avant qu'on clôture cette partie image, mais qu'est-ce qui devrait changer selon toi dans le monde de la mode ? Tu dirais quoi ? Dans le monde de la mode, toujours la même chose. Hein. Un petit peu plus de diversité et surtout faire la promotion de cette beauté qui est singulière. Tout le monde est beau à sa façon. Donc pourquoi en fait imposer un standard de beauté en disant ça c'est beau ? Non. Normalement, on devrait regarder des modèles et dire waouh, en fait, elle est comme moi. Et là, en fait, on est encore détaché de ces mannequins qu'on idéalise, qu'on voit comme idole en se disant ouais, elle est incroyable et tout. Non, elle est trop belle, elle a des traits, elle a des trucs, j'aimerais trop être comme elle. Non. Moi, je pense qu'il faudrait vraiment diversifier les modèles afin que beaucoup plus de personnes puissent se reconnaître
en eux et profiter du coup de ces défilés-là pour faire passer des messages beaucoup plus forts. On en aurait tellement d'anxiété, il y a tellement de gens, je pense, qui se sentent à côté, tu sais. Exactement. À côté, pas représentés, et qui du coup essaient de changer aussi pour ça. Donc, pour se rapprocher je pense qu'on a besoin de plus de rôle modèle. Absolument. Et peut-être un peu plus encore de chez nous, je parle de nos communautés, j'ai l'impression qu'on manque beaucoup. C'est un peu le point commun avec tous les invités que j'ai eus ici. On manque fort. Moi, je me souviens pas. Moi, j'ai eu très très peu de rôle modèle. Toi aussi, tu as senti ça? C'est pour ça que personnellement. C'était qui tes modèles? T'en avais quand même un ou deux ou pas? J'arrivais pas à m'inspirer il n'y avait pas quelqu'un qui me stimulait jusqu'à que je m'intéresse à l'histoire de Michelle Obama. Ah ouais. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que je me suis dit, j'aimerais être la source d'inspiration que je n'ai pas eue. Donc, d'où l'importance pour moi de l'empowerment et de ce côté impactant. Donc, j'aimerais être une source d'inspiration pour toutes ces personnes, là où moi, à l'époque, je n'avais personne. Magnifique transition. On pourrait faire meilleure transition parce que du coup, on va passer de ton côté, du côté mannequin, Miss, etc., au monde du coup de l'entrepreneuriat. Parce que du coup, je sais que maintenant, c'est ta deuxième casquette pour le coup. Donc, passer justement du mannequinat à l'entrepreneuriat. Tu as dû aussi changer de posture. Est-ce que tu t'es senti légitime tout de suite? Est-ce que, tu vois, syndrome de l'imposteur ou pas? Ça va? Alors, l'entrepreneuriat, donc on va parler un petit peu de tout ce qui est masterclass, voilà, les coachings avec les... Pas du tout. J'ai eu le syndrome de l'imposteur pendant très longtemps. Très, très longtemps parce que, pareil, comme je l'ai dit, moi, je écoute beaucoup mon environnement. Quand il y a plusieurs fois des personnes qui me disent « je vois quelque chose, tu devrais », bah, je me dis « allez, pourquoi pas, j'ai rien à perdre ». Donc, pareil, quand je suis arrivée première dauphine, lors de ma deuxième participation, j'ai dit « ouais, laissez-moi, je veux plus rien avoir à faire avec le monde des Miss ». On m'a attrapé encore une fois par le callback, on a dit « écoute, vu que tu veux plus rien avoir à faire avec le monde des Miss, eh ben, coach-nous, on va être comme toi ». J'ai dit « comme moi, quoi ?» Je suis première dauphine, je suis pas Miss, en fait. Je suis arrivée dans le monde des Miss hier. Qu'est-ce que vous me racontez? Et toutes ces personnes-là, en fait, voyaient une lumière, un dynamisme et une spontanéité qui leur a plu quand j'étais sur scène. Et vraiment une énergie que j'apportais, une présence scénique que j'avais, qu'ils voulaient tout simplement avoir et développer. Donc, j'ai commencé une première masterclass, 10 personnes, deuxième, 12, troisième, 15, etc., etc. Tu sens que ça prend. Ça prend. Mais ça prend, mais des femmes, tout type de personnes qui viennent de 4 coins de la France. Pour retrouver confiance. Au départ, c'était pour s'entraîner aux élections. Et au final, je voulais absolument ouvrir les portes à tout le monde. Je commence à avoir des femmes de plus de 50 ans, des mamans, des personnes atteintes de cancer, de tout. Des personnes, enfin des gens de la communauté LGBT, j'ai eu de tout. J'allais te dire du coup des hommes aussi peut-être. Oui, total. Et tout simplement parce que mes masterclass, au-delà d'être un cours où j'apprends à marcher sur des talons, pour moi c'est un cours de self-love, apprends tout. Moi ça a été mon branding. J'ai traversé des choses, j'ai souffert, j'ai eu des petites blessures. J'aime bien, c'est la nouvelle façon que j'ai d'appeler mes traumas, les petites blessures, parce que je guéris petit à petit. Et toutes ces choses-là, j'ai dû les surmonter seule. Et je sais que si j'avais eu une personne qui avait été là pour m'accompagner et me dire « Hey, j'ai traversé la même chose, ne t'inquiète pas, c'est normal. Vas-y, donne-toi à fond et ça ira. » Un mentor, vraiment un mentor qui m'aurait... J'aurais été plus loin, plus vite. Mais je me dis que ça fait partie de mon histoire et surtout de mon parcours. Donc, mes masterclass, en fait, ont pris forme comme ça. Et plus j'avançais, plus je me disais, apporte de la structure. Apporte de nouvelles choses. Continue à faire grandir cette activité-là qui est plus ou moins nouvelle. Parce qu'il y en a d'autres, des coachs de catwalk. Ça fait 2 ans. Quand même. Ça fait 2 ans. C'est bien. C'est pas mal. C'est bien. Et mon objectif est quand même d'accompagner, d'être mentor de toutes ces femmes, surtout celles qui veulent se lancer dans le monde des Miss. Et c'est pour ça que aussi j'en entraîne certaines en tête-à-tête. Ah, tu fais du coaching particulier. Il y a du coaching particulier et c'est des coachings qui sont très énergivores pour moi. Parce que lors de mes masterclass et mes coachings personnels, je donne énormément d'énergie. Mais tellement. Moi, je veux que mes muses ressortent de mes masterclass ou des coachings ressourcées. Limite, à marche, à 10 en fait, je suis Beyoncé. Pourquoi j'ai douté bon. C'est vraiment ça. Mais vraiment, je suis limite dans le spirituel, dans le sens où je veux qu'elles aient cette énergie-là, ce déclic pour aller le plus loin possible. Moi, je me rechargerai en temps et en heure. Magnifique.
De toute façon, c'est pas souvent comme ça. Hein. Quand on donne, quand c'est de la formation, on Exactement. donne beaucoup. On donne beaucoup. Mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, absolument. Bon, aujourd'hui, tu es une femme noire, tu es visible, tu décides. Est-ce que tu penses que ça te dérange parfois? Tu le ressens, ça? Ou en vrai, ça roule pour toi? Le démarrage d'entrepreneuriat, ça a roulé? Dans le monde des masterclass, je reste quand même une figure, je reste une personnalité. Donc, on me suit beaucoup pour qui je suis. Par contre, tout ce qui est activité en tant que personnalité publique, pour faire des apparitions, accéder aux événements prestigieux, atteindre des marques prestigieuses, c'est dur. En tant que femme noire, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? De se faire reconnaître pour qui on est. Ouais. Moi, ma particularité, c'est que je veux être une femme hybride. Je veux qu'on me voie un petit peu comme... oui, cette femme vers qui on se tourne quand on veut se rassurer, se dire, ah bah ouais, autant elle est dans le monde du showbiz, ok, elle est prestigieuse, mais autant elle est comme nous. Un peu comme Yanissa. Yanissa, c'est une de mes références en termes d'influence. Elle a sa vie de maman, comme tout le monde, mais demain, tu la vois à des grands galas. Yanissa Domi, c'est ça? Yanissa et Domi, ouais. Est-ce que j'ai la bonne référence? Donc, moi, je la vois comme une belle référence en termes d'hybride. Et c'est vraiment celle que je veux incarner, mais plus dans le côté beauté, Miss, etc. Mais c'est très dur. Est-ce que tu me dis si je suis à côté de la plaque, hein, mais en gros, le monde de l'image te plaît toujours autant. Ah oui. L'entrepreneuriat, là, t'attire, t'as envie de faire des choses un peu de ton côté. Du coup, on est quand même pas loin de l'influence. Enfin, tu vois, on est quand même là-dessus. Donc, t'aimerais bien faire un peu de business autour justement de ce que tu as créé, autour de l'image, Absolument. etc. C'est ça que t'aimerais faire. Absolument. Vraiment rallier cette visibilité que j'ai à ma structure que j'essaye de monter. Et voilà, et continuer à renforcer mon image et impacter un maximum. Et pour ça, il faut avoir l'occasion et l'opportunité d'accéder à des événements prestigieux, à travailler avec des marques prestigieuses. Et ça, c'est un gros problème. Je sais pas pourquoi j'arrive pas, on n'y arrive pas. Et ça a été une trend d'ailleurs qui a été lancée sur TikTok, où beaucoup d'influenceurs noirs ici en France se plaignent du fait qu'on ne leur donne jamais la chance de travailler avec des marques prestigieuses ou des événements prestigieux. Bon, les copains qui vous nous entendez, là, c'est le moment. Hein. C'est le moment d'aller. On va faire un petit coup sur le profil de Safietou. Elle est donc, là. Voilà. Et c'est vrai que pareil, ça reste un combat que j'aimerais mener à bien. Mais à bien, pas être dans le militantisme. Non, dire... Non, tu veux juste que ça bouge. Voilà, que ça bouge. Que ça bouge, que ça change. Je vais mettre ma patte là où je peux, sans avoir à forcer. Tu dirais que c'est ça aujourd'hui ton plus gros obstacle? C'est le développement de l'activité en mode plus d'enseignes, plus de marques qui du coup te feraient confiance? Je vais être honnête avec toi. Tu peux tout me dire. Ah oui, totalement. Je vais être honnête et ça, c'est quelque chose qui me fait très très mal. Beaucoup de personnes, surtout les entrepreneurs ici en France, m'ont dit, Safietou, tu n'auras rien tant que tu n'auras pas percé ailleurs. Ah ouais? Ouais. Dans l'industrie française, et malheureusement je l'ai vu, dans l'industrie française, on nous reconnaît que quand on perce ailleurs. Et moi, je m'entête à dire non, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose ici avant de partir ailleurs. Et non, il y en a beaucoup qui me disent, Saf, va-t'en. Va-t'en, sauf que je suis une représentante française. C'est pas logique. Française, c'est ici. Et même mon titre, Miss Grand France. J'ai fait un concours international, je représente la France au-delà du fait que je sois congolaise, sénégalaise. Parce que j'ai fait des actions dans mes pays et je compte continuer. Bien sûr. Mais mon titre, c'est Miss Grand France. Pourquoi je serais freinée par le pays que je représente? Mais à l'heure d'aujourd'hui, les faits sont là. Tu penses que tu manques de réseau ou pas? Je manque de réseau, je pense. Ouais. Mais ce réseau-là, il est très difficilement atteignable. Ouais. J'aurais bien voulu être représentée par des personnes qui ont du réseau solide, avec qui je peux travailler, avec qui je peux vraiment développer mes activités, parce que mes activités sont remplies de bonne volonté et surtout d'impact, je dirais, au-delà de l'influence, au-delà de porter des habits de marque, c'est pas du tout ma DA. Ma DA, c'est d'inspirer, c'est de faire de bonnes apparitions et d'être productive pour la communauté et pour tout le monde, en fait. Au final, je suis un porte-parole, donc je veux bien le faire valoir. Magnifique ce que tu viens de dire, c'est marrant. Je pense que s'il y avait un point commun à tous les invités que j'ai eus, peu importe d'où ils viennent, qui ils sont, leur âge, etc., c'est le mot que tu viens de dire, c'est cette histoire de rôle modèle. Okay. Est-ce que tu ressens une pression dans ton quotidien, en mode de représenter justement nous, les gens issus de minorités,
du coup, des femmes noires. Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, tu as ce devoir de bien faire, ce devoir d'excellence, parce qu'au final, on manque de rôle modèle et que toi, t'en es un, peut-être? Comme tu viens de répondre à la question, on manque de rôle modèle. Donc, bien sûr que je me mets cette pression pour me dire, il faut qu'il y en ait. Si personne ne se dévoue, si personne ne se lance en disant, je vais me battre, je vais me fatiguer, je vais tout faire pour ouvrir les portes et pour que derrière, ils puissent aussi rentrer. Si personne se lance, comment on va s'en sortir? Mais tu l'as dit, non? Si je vais me fatiguer. C'est fatigant, non? Tellement fatigant. Parce qu'on ne le dit pas, ça, mais en vrai. C'est extrêmement fatigant. Ouais. Là où certains ont des facilités, là où certains font du tout droit, nous, non. On doit cravacher, on doit se justifier tout le temps. Alors qu'on a prouvé, reprouvé, mais c'est pas suffisant. Et ça, c'est quelque chose qui me fatigue. Qui me fatigue parce qu'au final, j'ai pas envie de donner raison à toutes ces personnes qui me disent, Safi, pars aux États-Unis, tu verras que là-bas, ils vont te respecter, ils vont te donner des opportunités. Et quand là-bas, tu as pété, la France va dire, non, viens de chez nous. J'ai pas envie de leur donner raison. Non. Non. Donc, non, on va se battre. On va se battre. Et puis on va réussir, non? Mais bien sûr. Bon, on arrive sur la dernière partie du podcast. Ça fait déjà un moment qu'on discute, c'est bien. J'arrive toujours bon sur le timing. Ouais. Ok. Alors, du coup, dernière partie, c'est la partie un peu conclue. Si tu pouvais dire un mot à la jeune fille que toi, tu étais, quand tu étais plus jeune, ok? Donc, souviens-toi de toi plus petite. Moi, j'imagine un peu la scène. Donc, t'as toi, là, et puis t'as toi avant. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Un mot, c'est peu, hein? Un mot, une phrase que tu veux, mais qu'est-ce que tu lui donnerais comme... Qu'est-ce que je lui dirais? Ça va être dur, mais tu vas y arriver. N'aie pas peur de montrer qui tu es. Tu n'es pas faible, tu es forte. Et surtout, embrasse la personne que tu es. Tu inspireras un maximum de personnes. Mais pour ça, apprends à te connaître. La phrase que je lui donnerais, s'il y a vraiment une phrase que je lui donnerais, c'est « Apprends à te connaître le plus tôt possible. » Et tu réaliseras de belles choses. Ça prend du temps, hein? Ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai eu ce déclic de me dire, en fait, qui je suis à 23 ans. Et puis ça change en plus un peu, non? Tellement. Quand on apprend à se connaître, on est plus en accord avec soi-même. C'est-à-dire qu'on connaît nos limites, on sait ce qu'on veut réellement, ce qu'on ne veut pas. Et on fait les bons choix. Je veux un conseil pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans le mannequinat ou dans l'entrepreneuriat. Ou les deux, qu'est-ce que tu dirais? Un conseil, aie confiance en toi, ma belle. Aie confiance en toi. Si tu vas dans le monde du mannequinat, dans le monde des Miss, sois fière de qui tu es et surtout embrasse la personne que tu es parce que tu vas en prendre plein le visage, je te le dis. Et le plus dur, ça va être de traverser toutes ces critiques et de prouver que oui, t'es belle comme tu es. Donc, aie confiance en toi, apprends à te connaître et va tout droit. C'est tout ce que je lui dirais. C'est très, très beau. Bon, t'as vu, depuis tout à l'heure, je t'ai posé plein de questions. Oui. Je te laisse l'opportunité de m'en poser une. Hey, et toi, t'as envie de m'en poser une. T'as une question que t'aimerais me poser ou pas? Absolument. Qu'est-ce que t'as envie de me poser comme question? Quelle a été la chose la plus dure que tu aies pu traverser pour arriver là où tu es aujourd'hui? Le truc le plus dur qui t'a marqué. Normalement, ça doit pop out dans ta tête. Ouais, ça pop, ça y est. Peut-être, je pense que un des trucs les plus durs que j'ai fait, c'est... moi, ma mère, elle voulait que je fasse des études de droit, donc moi, je l'ai écoutée. Et j'en ai fait, j'ai fait des études de droit, et j'ai fini par travailler en cabinet d'avocat, et ça a été très dur d'arriver jusque-là. Ça a été très, très dur d'arriver jusque-là. Et quand je suis arrivé là, j'ai senti que c'était pas ma place. Et quand tu traverses un truc qui est dur, tu peux pas bouger, parce que ça a déjà été dur d'arriver jusque-là. Ouais. Et ma mère a été hyper fière, en plus, que j'arrive là, donc du coup, je suis resté un peu, 1 an, 2 ans, 3, et arrivé à 4, mais j'étais en train de suffoquer. Tu subissais. Et ce qui a été le plus dur, ça a été ce moment-là. C'est le moment où tu te dis, je gagne très bien ma vie, je suis dans un endroit qui est très confortable, où mon entourage est très fier de moi, mais je sais que c'est pas ma place et il faut tout quitter pour autre chose. Ouais. Et ça a été dur. Mais tu vois, c'est un peu comme on dit souvent en entretien, ton plus bel échec. C'est, je me suis trompé, mais quelle chance j'ai tu vois, d'avoir eu le courage de partir. C'est magnifique. Voilà. Et bravo à toi. Merci, bravo. Bon, allez, ma question finale pour toi, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi enlever sa casquette? Enlève ta casquette, ça veut dire quoi? Pour moi, c'est enlever sa perruque. Écoute, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, enlève ta casquette? Arrête de te cacher, montre qui tu es et brille sans aucun paravent, sans aucun obstacle, sans aucune couverture. Sois libre. Sois libre, sois toi.
Magnifique. Et bah, ça y est, on est arrivé à la fin de cet épisode. Ça a été, Safietou? Trop bien. Magnifique. Merci d'avoir été mon invité aujourd'hui. Les amis, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous rappelle qu'il est disponible sur absolument toutes les plateformes. Je compte sur vous pour donner de la force. Et avant de vous quitter, je vous rappelle que ce podcast est soutenu par BNP Paribas et par Cadre Emploi. Les amis, prenez soin de vous.